veut fermer. Là les verriers qui passent, encore une qu'ils veulent fermer. Là les verriers fâchés, là les verriers en français, là les verriers en masse. Les ouvriers, le poing levé, vivent la lutte de classe. Verviers, en 1830. À ce moment, la population compte 20 000 habitants environ. Une population qui vient de doubler en 10 ans, parce qu'au début du 19e siècle, la ville, suite à la révolution industrielle, a connu un essor économique absolument considérable. La ville, à ce moment, est encore limitée à la vallée. Audimont fait partie intégrante de l'agglomération, mais par contre, les villages environnants, eux, sont toujours isolés. Et ici, nous nous trouvons devant la maison Closset, qui vient d'être assez bien restaurée. Et cette maison Closset, c'est une des plus anciennes usines textiles de la place de Verviers, avec l'usine Simonis, rue de Limbourg, qui elle aussi va d'ailleurs être restaurée. L'espoir du lendemain est un mensonge, un rêve, une utopie. Pour nourrir ses bambins, sa femme aussi qu'on aime à la folie. Il faut courber les chines ou tendre la main. Alors, en liaison avec cet essor considérable de l'industrie textile à Verviers à partir du milieu du 19e siècle, la population de la ville ne va pas cesser d'augmenter. D'ailleurs, ça va provoquer une crise du logement absolument gravissime. Des études récentes ont montré que dans la première moitié du 19e siècle, c'est à Verviers que les logements sont les plus insalubres et les plus surpeuplés. Si bien que vers 1850, on décide la construction de ce qu'on appelle à l'époque le quartier Nord. Le quartier Nord, c'est aujourd'hui ce qu'on connaît sous le nom de quartier 600 Fabriques, donc la rue de Dizon, la rue des 600 Franchimontois, rue des Fabriques, rue des Foales et ainsi de suite. Et ce quartier va très vite se peupler, ça va être un véritable entassement d'usines et de maisons d'habitation, un peu comme celle-ci où nous nous trouvons. Et il s'agit ici d'un ensemble où on trouve la maison du patron au bas de donc à proximité de la rue de la Limite. À côté de cette maison, l'usine. Et puis alors, à côté de l'usine, deux grands bâtiments qui sont les logements des ouvriers. Et ces bâtiments abritent également des magasins. Donc il s'agit véritablement d'une petite cité ouvrière qui peut vivre presque en autarcie. Alors, avant 1830, des observateurs étrangers avaient constaté qu'à Verviers, la plus grande richesse côtoyait la plus grande misère. D'une manière générale, on peut dire que 5 ou 6 familles, les Biolay, Simonis, Peltzer, Surstrassen et autres Laoureux, possédaient des fortunes colossales et 200 autres étaient opulentes. Par contre, la moitié de la population était plongée dans la misère à la moindre stagnation dans l'industrie locale. On pourrait rappeler donc l'insalubrité des conditions de logement, ça je viens de le dire. On pourrait rappeler également le caractère extrêmement pénible des conditions de travail. C'est ainsi qu'en 1844, par exemple, hommes, femmes et enfants étaient obligés de se trouver à l'usine de 8 heures du matin, de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, et ils accomplissaient 12 heures de travail effectif par jour. À ça, il faut ajouter les carences de l'alimentation, le manque d'hygiène et malheureusement l'alcoolisme qui était un fléau extrêmement répandu. Bon, les salaires étaient extrêmement bas, ils permettaient tout juste à une famille de survivre. Et bien entendu, il n'y avait aucune législation sociale qui protégeait l'ouvrier en cas d'accident de travail ou en cas de chômage. Dans ces deux éventualités, il se retrouvait à peu près certainement dans la misère. Bon, le tableau est déjà relativement sombre, mais il faut quand même signaler qu'il y avait diverses institutions charitables qui s'occupaient d'aider la classe ouvrière, comme par exemple le Mont-de-Piété, le Bureau de bienfaisance, ou alors le patronat lui-même. Et parmi les œuvres patronales, on peut citer les premières cités ouvrières, comme par exemple celle des Grandes Rames, en Pré-Javet. Les deux grands bâtiments des Grandes Rames, ces deux grands bâtiments en forme de caserne, sont très probablement la plus ancienne cité ouvrière construite en Europe, et donc sans doute dans le monde. Ce n'est pas un quartier rupin, y a pas d'hôtel, y a pas de larbin, mais des cheminées aux fumées noires qui sèchent la gorge et qui font boire. Les gosses sont des hommes à 15 ans, car déjà ils gagnent de l'argent.
Et quand la nuit fait des coins sombres, de partout surgissent des ombres. C'est toi Lulu, où c'est qu'on va? Bien sûr c'est pas à l'opéra. Autour des usines, quand dorment les machines, les amoureux tendrement enlacés échangent des baisers. V'là 10 heures qui sonnent. Les premières manifestations ouvrières au XIXe siècle sont produites à l'occasion de la Révolution de 1830. À ce moment-là, en effet, les ouvriers ont détruit plusieurs machines. C'était le début de la révolution industrielle, je l'ai dit. Et ils estimaient que ces machines allaient leur enlever de l'ouvrage, alors qu'en fait, on sait que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est grâce aux machines que l'industrie verviétoise a pris un essor considérable. Il faut attendre en fait 1840 pour voir la naissance d'un mouvement démocratique à l'intérieur du Parti libéral qui à cette époque-là domine la ville de Verviers. À l'intérieur de ce parti, très tôt apparaissent des éléments radicaux qui très vite ont pris une place prépondérante dans la vie de la cité. En 1845, à l'occasion des élections communales, ils pénètrent en force au conseil communal et on peut dire que déjà à ce moment-là, il y a une véritable lutte de classe à Verviers, lutte de classe entre une petite bourgeoisie qui s'estime spoliée, qui est déjà plutôt démocrate, et d'autre part une grande bourgeoisie conservatrice qui, elle, jusque-là, est seule à détenir le pouvoir. Nous sommes ici en Gérardchamps, donc devant l'usine Houget. Une usine Houget qui est une des plus anciennes et la plus importante entreprise de construction mécanique à Verviers. Elle a été fondée un peu avant 1830 et elle est toujours active aujourd'hui. En 1848, une révolution éclate à Paris. Et cette révolution renverse la monarchie, c'est l'instauration d'une république. À ce moment-là, une partie des radicaux qui se trouvaient dans le libéral abandonne celui-ci et ils fondent une société démocratique, la Société des droits et des devoirs de l'homme. Une société qui veut instaurer la République en Belgique. Cette société, elle a pour leader Joseph Goffin, Hector Motet, Hippolyte de Steiger. Elle tient ses réunions rue Tranchée, dans la rue qui est devenue aujourd'hui la rue Pelser de Clermont. Elle organise des meetings. Ainsi, par exemple, le 11 juin 1848, un meeting auquel participe Joseph Goffin. Le budget est de 120 millions. Et il est prouvé qu'avec 70 millions, on peut faire face aux exigences raisonnables de tous les services publics. Voilà donc 50 millions consommés improductivement, c'est-à-dire dépensés à des gros traitements, à des pensions inutiles, à des dépenses militaires, à des listes civiles. Calculez maintenant ce que 50 millions annuellement épargnés pendant 10 ou 15 ans et appliqués à des entreprises utiles puissent apporter de bien-être aux travailleurs. Et vous ne serez nullement étonné du malaise général qui accable nos populations. Et quelques mois plus tard, les mouchards de la police estimaient que Verviers était une des villes où les républicains étaient le plus à craindre en Belgique. Son président, le président Hector Motet, va d'ailleurs être arrêté en 1849 et il sera traduit en cour d'assises avec une vingtaine d'autres républicains. À ce moment-là, c'est le vice-président de Steiger qui va assurer les destinées de la société. Il va publier un journal, nous sommes en 1850, le Journal du Peuple, qui est le premier quotidien, le premier organe démocrate à Verviers. La société se réunit grosso modo jusqu'à la fin de l'année 1850, après quoi on n'entend plus parler d'elle. Et il faudra attendre le milieu des années 60 pour que le mouvement ouvrier verviétois redémarre véritablement. Mais toujours est-il que cette société a été aux origines du mouvement démocratique à Verviers. Les fonderies verviétoises, en Gérardchamps, à proximité de la Bulle, c'est là qu'a été créé en décembre 1868 le tout premier syndicat ouvrier local.
Ce syndicat fait partie de la première internationale, c'est-à-dire le mouvement international de travailleurs créé par Marx, Bakounine, De Pape en 1864. Cette première internationale, elle a eu une importance considérable à Verviers, où elle a pris naissance dès 1867. Et très vite, quantité de groupes se sont créés dans la région, des syndicats d'usines, des groupes politiques, des groupes d'études, etc., etc. Ils ont eu leur propre journal, le Mirabeau, qui a tiré jusqu'à 4000 exemplaires à partir de 1870. En 1871, les métallurgistes verviétois, et notamment les fondeurs de ces usines fonderies verviétoises, ont déclenché le tout premier mouvement en faveur de la réduction du temps de travail, le tout premier mouvement qui a d'ailleurs abouti à une réduction de la journée de travail de 12 à 10 heures. Il faut souligner que Verviers a joué un rôle vraiment considérable dans la première internationale, non seulement dans la région wallonne, mais même en Belgique et même dans le mouvement au niveau européen. À ce moment, le mouvement ouvrier était divisé en deux tendances, les marxistes et ceux qu'on appelait les bakouninistes. Aujourd'hui, on dirait tout simplement les anarchistes, donc partisans de la destruction de l'État et d'un renversement complet du système. Et Verviers, et puis à la suite de Verviers, l'ensemble du mouvement ouvrier belge a pris le parti des seconds, a pris le parti des anarchistes dans ce conflit qui les opposait à Karl Marx. Ils ont mis ensuite leurs idées en pratique, c'est-à-dire qu'ils ont démantelé leurs propres organes de direction, ils ont donné de plus en plus d'autonomie aux fédérations régionales, si bien que la plupart d'entre elles, n'étant pas suffisamment fortes, se sont retrouvées livrées à elles-mêmes et petit à petit le mouvement est tombé en décadence. Et ce n'est qu'à Verviers qu'il a conservé une relative importance jusque vers 1877-78. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter, que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout. Ici, nous sommes dans la cour Magnier, en face de l'usine Bétonville à Haudimont. À Haudimont, où les anarchistes ont toujours constitué un groupe relativement important. Alors c'est peut-être l'un des derniers traits du mouvement ouvrier verviétois en 1914 qu'il faut souligner, à savoir qu'il y a toujours eu un courant révolutionnaire relativement peu nombreux, mais relativement influent sur l'évolution du mouvement ouvrier. C'est ainsi que le traité de paix de 1906 entre la fédération patronale et le syndicat textile a été durement critiqué par un groupe d'anarchistes qui s'appelle les Iconoclastes et qui était établi ici à Haudimont. Un groupe d'anarchistes qui éditait à l'époque un petit journal, l'Éducateur. Et ce groupe a publié un tract au moment de la signature du traité de paix entre patrons et syndicats pour dénoncer ce qu'il appelait un compromis, ce qu'il considérait comme un compromis, et pour inviter les ouvriers à ne pas reprendre le travail et au contraire à lutter jusqu'à la victoire finale. Mais bon, les ouvriers n'ont pas suivi ce mot d'ordre, au contraire ils sont rentrés dans les usines. Mais je crois que ça vaut la peine d'être souligné, c'est que dès 1879, les anarchistes avaient créé un cercle qui s'appelait d'abord l'Étincelle, et ce cercle a existé jusqu'à la fin du 19e siècle, et c'est une longévité tout à fait exceptionnelle pour un groupement anarchiste. Ils ont édité quantité de petits journaux, que la plupart du temps ils distribuaient gratuitement, parce que les ouvriers ne les achetaient pas. Mais ils étaient très actifs dans les meetings, ils organisaient leurs propres meetings et bien entendu ils étaient aussi très actifs à l'occasion des grèves ouvrières et en général des mouvements sociaux. Et alors ils n'épargnaient pas, mais alors là pas du tout, ceux qu'ils appelaient les politiciens du POB ou les mangeurs de cotisations syndicales et ainsi de suite. L'existence de ce foyer anarchiste à Verviers, plus particulièrement à Haudimont, foyer anarchiste pas très important, ça fait peut-être une cinquantaine de militants maximum, mais a eu une influence assez déterminante sur l'évolution du mouvement ouvrier et notamment sur le choix de Jean Rockman au début du XXe siècle lorsque lui a décidé de relancer le mouvement syndical en le rendant indépendant à l'égard du POB de façon à pouvoir attirer les ouvriers chrétiens et aussi les ouvriers anarchistes.
Donc la persistance de ce courant de pensée et d'action qu'on pourrait dire pure et dure n'est pas du tout négligeable dans notre ville. Nous sommes ici au Mont du Moulin, rue Mont du Moulin, à proximité de l'hôtel de ville. En 1880, Pierre Fluche, qui a perdu son emploi d'ouvrier à la suite de ses activités de militant socialiste, Pierre Fluche a ouvert un café au bas de la rue Mont du Moulin, au numéro 14. Et ce café va être le centre du mouvement ouvrier verviétois pendant une dizaine d'années. En effet, Fluche va fonder un cercle politique, une boulangerie coopérative, un journal, La Sentinelle, et tous ces groupes auront leur local ici, Mont du Moulin. Et Pierre Fluche, qui devient à ce moment-là le leader incontesté du mouvement ouvrier verviétois, va orienter ce mouvement dans une politique nouvelle, c'est-à-dire la voie de l'action politique légale, participation aux élections, conquête du droit de vote et ainsi de suite. Ce tournant, il est pris en 1884 à l'occasion des élections communales. Pour la première fois, les socialistes verviétois se présentent au suffrage des électeurs sur une liste commune avec des libéraux de gauche, des radicaux. Ils n'ont évidemment aucun élu, mais c'est un tournant très important puisque le mouvement ouvrier verviétois abandonne les thèses anarchistes, les thèses bakouninistes et s'engage résolument dans la voie de l'action politique. Fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Au milieu des années 1880, le mouvement ouvrier verviétois est quand même loin d'avoir retrouvé la vigueur qu'il avait à l'époque de la Première Internationale. Quelques organisations ont été reconstituées, et notamment le syndicat des métallurgistes qui fête cette année-ci son centenaire. Un cercle politique aussi, un syndicat de tisserands et une boulangerie coopérative. Mais ces organisations végètent, elles n'ont pas beaucoup d'affiliés. Il n'empêche qu'en avril 1885, toutes les quatre vont participer à la fondation du Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste qui fêtera son 100e anniversaire dans 3 ans. Alors, on peut dire aussi que jusque-là, donc jusqu'au milieu des années 80, le gouvernement ne s'était pas fort inquiété de la question sociale. Mais alors en mars 1886, de très violentes émeutes vont avoir lieu dans toute la Wallonie. Et on peut dire que c'est ainsi à la lueur de ces incendies, parce que les ouvriers avaient incendié notamment des châteaux, que la question sociale va être révélée et que le gouvernement catholique, donc à l'époque les catholiques gouvernent le pays depuis 1884 et pour une période de 30 ans, le gouvernement catholique va élaborer une législation sociale petit à petit sous la pression du mouvement ouvrier. Alors, dans un tout premier temps, immédiatement après les émeutes de mars 86, le gouvernement avait décidé de créer une commission d'enquête sur le travail dans les industries. Cette commission d'enquête avait envoyé des questionnaires à toute une série d'institutions, de patrons et de groupes ouvriers qui ont été invités à répondre à, je crois, une bonne centaine de questions sur la condition dans les usines et les conditions de vie en général des ouvriers. Et notamment, parmi les groupes qui ont répondu à ce questionnaire, un groupe d'ouvriers du quartier de Fonteloup, le quartier où nous nous trouvons ici, donc on est rue Haute devant un ensemble de maisons. Le fait qu'il est absolument nécessaire de lutter pour améliorer la condition ouvrière ne faisait pas de doute, évidemment, dans les milieux socialistes. Mais par contre, il y avait des disputes de tendance quant aux modalités, aux aspects pratiques de cette lutte. Et à Verviers, en gros, 2 tendances s'opposaient. Une qui était conduite par Pierre Fluche et qui voulait privilégier l'action politique, donc conquête du droit de vote, et par conséquent ensuite entrée des socialistes dans les conseils communaux et au Parlement. Et alors d'un autre côté, une tendance conduite par Jean Fréture qui, elle, voulait privilégier l'action syndicale et les œuvres des coopératives. Alors pendant les 10-15 dernières années du 19e siècle, le mouvement socialiste va vraiment être divisé
par de très graves querelles entre les partisans de ces deux tendances. En 1893, sous la pression du Parti ouvrier belge et en général du mouvement ouvrier, le Parlement avait accordé le droit de vote à tous les hommes. Les femmes n'auront le droit de voter aux législatives qu'en 1946, elles seulement. Et encore, après 1893, des personnes pouvaient avoir plusieurs voix selon leur état de fortune ou selon leur diplôme. L'année suivante, 1894, est une période très faste pour le Parti ouvrier à Verviers. Il inaugure la Maison du Peuple au mois de mars, puis au mois d'octobre suivant, il s'empare des 4 sièges de députés à l'occasion des élections législatives, les premières au suffrage universel, avec l'appui des voix libérales. Appui des voix libérales qui leur feront défaut par contre 4 ans plus tard. À ce moment-là, les libéraux vont appuyer les catholiques. À partir de 1900, les sièges seront répartis, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, de manière proportionnelle, donc en fonction des voix des partis. Et à partir de ce moment-là, les socialistes décrocheront toujours 2 sièges de députés, dont un sera pendant longtemps occupé par Jean Malempré. Jean Malempré qui est un Anzivallois. Jean Malempré est mort en 1909, tout comme d'ailleurs Pierre Fluche, dont on a déjà parlé dans cette émission. Pierre Fluche, lui, avait conduit en 1895 la liste socialiste aux élections communales à Verviers. Et l'année suivante, il est devenu échevin, le premier échevin socialiste de Verviers, échevin de l'état civil. Et on peut noter au passage que les caricaturistes à l'époque ne manquèrent pas de dénoncer cet assagissement du vieux lion verviétois, comme l'appelait Émile van der Velde. Il faut reconnaître que l'entrée de Pierre Fluche au collège échevinal ne plaisait pas d'ailleurs à tous les milieux socialistes et notamment à la tendance symbolisée par Jean Fréture, la tendance qui s'appuyait plutôt sur les coopératives et sur les syndicats. On peut dire également qu'à cette époque, fin du 19e siècle, les socialistes entrent en force dans plusieurs conseils communaux de la région de Verviers, notamment à Andrimont, où ils obtiennent surtout les voix du quartier 600 fabriques, à Dizon, commune très industrielle, et bien entendu à Anzival, commune industrielle également. Et là, il faut souligner que les premiers conseillers communaux socialistes ont été élus à Anzival avant même que le suffrage universel soit instauré. Et enfin, ces dernières années du 19e siècle, c'est la période de la naissance de la démocratie chrétienne à Verviers en 1892 autour d'un journal, Le Démocrate. Mais cette première tentative de pénétration de la démocratie chrétienne ne fera pas long feu, parce que les démocrates chrétiens seront attaqués non seulement par les socialistes, mais aussi par les libéraux et surtout par les catholiques conservateurs. Et en outre, il faut ajouter qu'ils perdront assez bien de leur crédibilité en acceptant en 1894 et en 1898 de s'allier pour les élections avec les catholiques conservateurs alors qu'ils les combattaient entre 2 scrutins. On pourrait dire que les premiers meetings de la démocratie chrétienne à Verviers ont été particulièrement chahutés et des caricatures de l'époque en témoignent également. La fin du 19e siècle avait donc été une période très faste pour le Parti ouvrier belge et on se trouvait à ce moment-là devant la maison communale d'Anzival. Ici, maintenant, nous nous trouvons devant les usines Simonis, actuellement en voie de réaménagement. Il nous reste à évoquer la renaissance du mouvement syndical à Verviers, qui, elle, s'est produite seulement au début de ce siècle. Avant 1900, les syndicats étaient complètement désorganisés à la suite de l'échec de 2 grandes grèves dans le textile en 1896 et 1898. Alors, en 1900, Jean Roquemann, qui a sa place à Dizon, Jean Roquemann fonde un journal, Le Travail. Et dans ce journal, il appelle à une renaissance des syndicats verviétois sur la base de la neutralité syndicale, c'est-à-dire indépendance du syndicat à l'égard du parti politique, en l'occurrence le Parti ouvrier belge, l'ancêtre du Parti socialiste. Et très rapidement, cette renaissance syndicale va se produire sous l'impulsion du journal Le Travail. Bon, 2 chiffres, ça suffira pour en donner une idée. En 1900, il y avait 1400 syndiqués dans le textile. En 1906, ils étaient 10 fois plus, 14 000. À ce moment-là, à peu près 100% de la population ouvrière était syndiquée. Conséquence logique de cet état de choses, et en plus vu que, disons, la situation économique était relativement bonne, toute une série de mouvements de revendications, de grèves,
diverses se déclenchent dans toutes les industries de la ville, dans un mouvement crescendo jusqu'en 1906. Réaction du patronat au milieu de 1906, en vue de briser l'essor syndical et de restaurer l'autorité patronale dans les entreprises, la fédération patronale déclenche un lock-out général du textile. Autrement dit, elle met sur le pavé, en chômage forcé, 15 000 ouvriers, de façon à obtenir de ceux-ci qu'ils acceptent une série de conditions. Le lock-out va durer plusieurs semaines, c'est une des plus grandes luttes ouvrières que Verviers a connues. Et finalement, elle va aboutir à la signature de la première convention collective dans la région verviétoise. Par cette convention collective, le patronat réaffirme son autorité dans les ateliers. Il se met à l'abri des grèves multiples qui se produisaient dans les mois précédents. Mais en échange, la Fédération syndicale du textile obtient sa reconnaissance par le patronat, la création d'une commission mixte d'arbitrage en cas de conflit et surtout la garantie d'un taux uniforme et stabilisé des salaires. Cela a eu une autre conséquence alors à long terme, c'est que les éléments les plus révolutionnaires ont été déçus par l'acceptation de ce compromis et d'un autre côté, les éléments qui étaient les moins motivés pour la lutte sociale ont abandonné le syndicat, estimant que ils avaient déjà obtenu suffisamment. Et en outre, le syndicat essayait d'aplanir les conflits au moyen de cette commission d'arbitrage. Et pour ces divers motifs, on constate à partir de 1907 une décroissance des effectifs syndicaux. Grosso modo, le textile a perdu en 1914 un tiers de ses affiliés et les autres centrales, les 2 tiers de leurs affiliés. Pauvre mouton, quel bon menton, il se tisse avec notre laine.